Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième émission de Pas de temps à perdre. Mon nom est Jean Nadeau, je suis auteur, conférencier et gentil distributeur de coups de pied au derrière. Et j'ai le plaisir d'animer cette émission à tous les lundis matins ici à CKRL à 9 heures. Une émission consacrée au développement personnel, au bonheur, au succès, à la vie en général et à tout ce qu'elle a de merveilleux et des fois aussi de moins merveilleux à nous offrir. Une émission qui ne sera pas comme les autres, comme je le mentionnais à la toute première, qui ne sera pas comme toutes les autres diffusées sur ce thème du développement personnel où on vous dit exactement ce que vous voulez entendre. Ici, on va se permettre de questionner, je dirais, les conventions preachées depuis des années à travers des lunettes roses, dans ce temple rempli de gourous de la motivation, de l'inspiration, de la bonne attitude, tout ça servi à petite cuillère avec un peu de miel, en se tenant par la main et en chantant Hakuna Matata. Une émission qui, je l'espère, avec la dualité de mes réflexions et de celles de mes invités. Vous allez voir que ce matin, j'ai tout qu'un invité. Donc, une émission qui va vous faire, je l'espère, réagir, réfléchir à pourquoi ça vous a fait réagir et ultimement, mais là, rendu là, ça vous appartient, qui va vous faire agir, qui va vous faire passer de la vie que vous avez à celle que vous savez vouloir et pouvoir avoir. Avant de vous présenter donc mon invité de ce matin, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez réagir en direct aux propos que vous entendrez sur ma page Facebook, Jean Nadeau Conférencier. Et si le temps le permet, on passera peut-être, on lira peut-être quelques-uns de vos commentaires. Et à la toute fin de l'émission, on fait tirer un livre de mon invité et une paire de billets à travers tous les gens qui auront participé, une paire de billets à la conférence que je prononcerai le 4 novembre prochain, ici à Québec, avec Jean-Marc Chaput. Je vous en parle un petit peu plus tard. Alors, pas de temps à perdre, il est avec moi en studio et je dois vous dire que lui et moi en studio, il ne reste pas ben de place. La première fois que j'ai entendu parler de mon invité de ce matin, on m'a dit, tu sais Jean, tu parles beaucoup, tu te compares beaucoup à l'incroyable Hulk dans ton approche. Ben, il y en a un autre Hulk dans le monde des conférenciers. Et ça me permet d'ouvrir la parenthèse sur ces appellations que je fais souvent dans mon métier, des Yoda et du Hulk. Les Yoda, pour moi, c'est la très grande majorité, regroupe la très grande majorité des conférenciers qui, dans notre métier, remplissent des salles à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre pour les faire se sentir bien avec la vie qu'ils ont. Alors que moi, dans mon rôle de Hulk, ben, je vous dis plutôt ce que je pense que vous devriez entendre, espérant que ça va vous rendre mal à l'aise avec les aspects que vous savez vouloir changer de votre vie, puis que ça va vous faire les changer éventuellement, mais ça vous appartient comme décision. Je ne sais pas s'il va vraiment aimer cette nouvelle appellation que j'invente ce matin pour le présenter, mais qu'importe, je vous présente un gars que j'ai eu non seulement le plaisir, mais l'émotion de connaître dernièrement lors d'un long dîner. Il est auteur, conférencier, coach, c'est mon ami, le Yodolk, une nouvelle appellation, le Yodolk, Richard Aubé. Salut Richard. Bon matin, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui. Good. En direct de Montréal, t'arrives aujourd'hui? Oui, non, je suis arrivé hier soir, bon. Puis là, je vais en profiter aujourd'hui pour visiter cette belle ville. Bon, t'es prêt? Oui, mais moi, je suis né prêt. Comment? Tu nais prêt? T'es venu au monde prêt, toi, c'est bon, ça. C'est moi qui ai donné la tape au médecin quand je suis sorti. Un petit côté Hulk. C'est bon. Déjà là. Donc, merci Richard d'avoir accepté l'invitation. Puis avant que tu nous parles un peu de comment t'en es arrivé, toi, à devenir conférencier et auteur, j'aimerais te poser la question suivante. Tu fais quoi dans la vie, toi? C'est quoi ton boulot? Quand tu te lèves à tous les matins pour aller faire ton boulot, tu fais quoi dans la vie, toi? Oh mon Dieu, mais j'ai jamais appelé ça un boulot, là. C'est un choix de vie, là. Moi, j'avais une carrière extraordinaire, là, jusqu'à l'âge de 36 ans. Puis j'étais en haute technologie, mais j'ai décidé de tout laisser justement parce que ce sentiment-là qui m'a toujours habité quand j'étais jeune, puis qu'en vieillissant, j'ai juste voulu l'amplifier, c'est de me lever le matin avec pas l'espoir, la certitude que je pouvais faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas comment, un sourire, une parole, un geste, une BA, mais j'étais convaincu qu'avec tout le parcours de vie que j'avais vécu, que j'étais en mesure de faire cette différence-là. Et là, je me suis donné les moyens à 36 ans de le faire. Et puis, en tout cas, j'espère que mes clients et futurs clients ne sont pas en ondes, mais ce métier-là, je l'ai tellement dans la peau que je le ferai gratuitement. OK, ouais, j'espère qu'ils ne t'écoutent pas, en effet. Alors, j'espère qu'ils dorment encore. En effet. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que tu te lèves à tous les matins pour tenter de faire la différence dans la vie des gens. La semaine dernière, j'accueillais Daniel Blouin qui, lui, à cette question-là, me disait « Moi, je change le monde. Parce que je me lève à tous les matins pour changer la vie des gens. » Et je lui ai dit « Je ne suis pas d'accord avec ça. » Moi non plus. Tu n'es pas d'accord. Faire la différence, ça j'accepte plus ça dans ma façon de voir les choses. Changer le monde va changer s'ils veulent changer, puis au moment où ils vont décider de changer.
Mais je pense que la seule façon, en tout cas, que je connais, là, en 46 humbles années de vie, là, je pense que la seule façon de changer vraiment les gens, c'est de changer soi-même, c'est de devenir un modèle fort. Dans le fond, de comprendre que ce qu'on est parle plus fort que tout ce qu'on dit. Que tout ce qu'on dit. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on arrive. Moi, dans le fond, là, je pense que c'était ça un point tournant dans ma carrière. Ça fait 9 ans que je fais ça. Mais le jour que j'ai compris que les gens, premièrement, si on a inconsciemment le réflexe de vouloir les éduquer, on se plante royalement. Je pense que de trouver une façon de les conscientiser, puis c'est mes enfants, c'est mes garçons qui m'ont donné ce truc-là, parce qu'à 12-13 ans, j'essayais toujours de les éduquer comme depuis leur naissance, puis ça ne fonctionnait plus, j'avais plus de résultats. Et là, j'ai commencé à dire, OK, je vais les conscientiser. De leur dire, regarde mon beau Maxime, là, tu réalises-tu que quand tu fais ça, voici l'effet domino. Voici comment je me sens, voici comment ta mère se sent, puis ton frère se sent. Mais je le sais que tu es un petit garçon intelligent, que tu voulais pas mal faire, puis que ton intention était bonne, mais je veux juste que tu comprennes que il y a des effets dominos à ça, mais je le sais que tu vas faire attention parce que tu es un petit gars extraordinaire, puis gars, je t'aime, puis papa est fier de toi. J'adore ce que tu dis, mais moi non plus, je suis pas du style à éduquer les gens. Moi, je me compare souvent, je pense qu'on en avait parlé quand on a lunché ensemble, je me compare souvent, je me qualifie d'un post-it. Moi, je suis un post-it, tu sais, les petits papiers qu'on se met un peu partout, là. Je suis un post-it pour rappeler aux gens qui ont tout en eux pour eux-mêmes changer, se motiver, être heureux. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Donc, je pense pas qu'on est des éducateurs. Tu sais, dans notre domaine, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans les 2000 dernières années. Aujourd'hui, on voit des avancées technologiques en médecine, puis en physique et tout ça. Dans le domaine du développement personnel, il n'y a pas de grande nouveauté. Il s'agit juste pour nous de leur remettre ça dans les mains aux gens, comme c'était le cas quand le développement personnel a commencé. Le self-help, tout était dans le self. Aujourd'hui, tout est dans le help. Et comment t'en es venu, là, tu me dis, bon, ça fait 9 ans que tu fais ça, comment t'en es venu à sortir là, de l'entreprise que tu avais ou de l'emploi que tu avais pour dire, OK, là, j'embarque sur une scène, puis je vais aller compter, je vais aller jaser avec le monde, je vais aller conscientiser le monde. Oui, ce qui est particulier, on a tous, dans notre parcours de vie, là, la vie est tellement bien faite parce que l'univers veut nous montrer le chemin tout le temps. Sauf que l'univers, c'est une chose, c'est que notre plus grand pouvoir, c'est celui de choisir. Fait qu'elle, là, elle nous laisse le libre arbitre. Elle nous envoie des petits messages tout le long de notre vie. Puis des fois, ben, on les regarde passer, puis on fait rien avec. Puis finalement, ben, ça nous revient. Ça, c'est comme le jour de la marmotte. Et tant que tu n'as pas compris, la vie va te le renvoyer. Moi, j'ai été élevé sur l'aide sociale, parents violents, tout ça, alcoolisme et tout ça. Ma mère s'en est sortie, contrairement à mon père. Ma mère est allée dans les alcooliques anonymes et elle me trimballait partout parce qu'il n'y avait pas de gardienne à l'époque, monoparentale, 4 enfants. Et c'est chez les alcooliques anonymes que j'ai eu ma piqûre parce que je les regardais parler en avant, puis la majorité des gens n'étaient pas capables de venir faire un témoignage en avant, ils étaient tout à l'envers. Puis à un moment donné, dans un congrès national des alcooliques anonymes à Calixa-la-Vallée, ils m'ont demandé d'aller parler en avant parce que le conférencier n'était pas capable d'y aller. Puis là, il y avait comme 400 personnes dans la salle. Puis s'il n'y a pas de conférencier, ben les gens s'en vont chez eux. Alors ma mère a dit, ben, écoute, va parler devant les gens. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 12 ans. Ça fait plus que 9 ans que tu es conférencier, finalement. Oui, c'est ça. Non, mais ma mère avait vraiment le tour de m'embarquer dans ses affaires parce que j'étais convaincu que c'est les gens qui avaient fait la demande. Là. Alors moi, je suis arrivé sur la scène, bonasse, et puis j'ai commencé à parler, c'était quoi vivre avec un père et une mère alcoolique. Et tout d'un coup, j'ai eu l'attention immédiate des 400 personnes parce qu'aujourd'hui, je me remets dans le contexte, un enfant de 12 ans qui parle hyper aisé devant les gens. Moi, je n'ai pas cette bulle-là de gêne. Moi, je fais partie de 1,5% qui aime parler devant les gens. Ouais. Et cette piqûre-là est venue me chercher directement. Et malheureusement, dans les semaines qui ont suivi, j'ai retourné rester chez mon père, alors que ma mère s'est mise à recevoir des demandes de tous les organismes d'alcooliques anonymes à travers le Québec pour que j'aille donner des conférences. Et moi, j'ai mis ça dans une petite boîte parce que j'ai voulu aller faire du théâtre, de l'impro, tout ce qui est, faire de la scène. Et mon père a toujours trouvé que c'était le métier le plus imbécile au monde. Et j'ai mis ça dans une petite boîte jusqu'à l'âge de 36 ans. Mais dans mon ancienne vie, j'étais directeur national pour le Canada en haute technologie et je faisais justement des présentations sur les hautes technologies. Et quand j'ai vu que j'avais le même pouvoir d'attraction, de communication, d'être capable que les gens, là, je me synchronise avec eux, bien là, j'ai dit, OK, là, on va arrêter de niaiser, là. Je veux savoir ce que ça goûte. Et je vous dis, là, j'étais convaincu que si ça ne marche pas, c'est pas grave, au moins je saurais ce que ça goûte, mais j'étais prêt à l'échec. Okay. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'encore aujourd'hui, on dirait que c'est avec le succès que j'ai encore un petit peu de difficulté parce que je ne le crois pas que c'est rendu là, que c'est rendu des conférences en Europe, que c'est rendu le livre best-seller à travers le Québec, en France, en Suisse, en Belgique. Ouais. Mais il faut que je garde ce côté-là de candeur, le petit gars de 8 ans, parce que je pense que le jour que je vais me prendre au sérieux, ma carrière s'arrête ce jour-là. C'est drôle que tu parles de ça. J'étais avec Jean-Marc Chaput la semaine dernière chez lui, puis on est en train de travailler la conférence qu'on va prononcer le 4 novembre tous les deux ici à Québec. Et Jean-Marc me dit,
as-tu commencé, Jean, à dire que tu étais un conférencier international? J'ai dit, Jean-Marc, je suis allé à Paris une fois. J'ai donné ma conférence à Paris au mois de février dernier devant 650 personnes. J'ai dit, j'ai donné ma conférence une fois, je ne peux pas commencer à dire que je suis un conférencier international. Il dit, je connais ça, Jean-Marc, il dit, sacrifice, quand tu es passé aux douanes, ils t'ont-tu demandé ton passeport? J'ai dit, oui, ben, tu t'es rendu un conférencier international. Donc, oui, il faut garder cette candeur-là, mais il faut aussi... C'est le mot très, très à la mode là, dans notre industrie. Il faut aussi être humble, et oui, il faut le faire aussi. Puis il faut avoir la conviction que quand on monte sur scène, on va peut-être justement, comme tu dis, faire la différence auprès des gens. Maintenant, en feront-ils quelque chose? Hein? Il y a beaucoup de conférences de motivation, d'inspiration. Ah oui. Moi, j'irais dans une conférence d'inspiration et je poserais la question aux gens, faites-vous quelque chose? Donc, on peut apporter, on peut faire une différence dans l'approche, mais dans l'action, ça va revenir à eux. Richard, j'ai lu ton livre... Sortez de vos pantoufles de béton. Et dès les premières pages, en fait, à la page 12 de ton livre, tu cites, tu as une citation, et je la lis comme elle est. La meilleure façon de gagner du temps dans la vie, c'est de s'arrêter. Et là, tu es assis devant moi à une émission qui s'appelle Pas de temps à perdre. Y a-t-il une contradiction dans tout ça? Non, mais au contraire, moi je pense que dans la vie, là, à un moment donné, il faut être capable de prendre du recul, puis il faut être capable de faire, j'appelle ça des pauses fusées. Parce qu'on n'est pas devenus des superwomen puis des supermen. Là. Le problème, c'est qu'on court après notre vie, finalement. Et je vous dirais que ce qui est la grande tendance aujourd'hui, puis que je trouve dommage, c'est que les gens sont occupés, puis sont fiers d'être occupés, mais sont occupés dilués. Mm-hmm. Moi, ce que je pense, c'est de redevenir stratégique, puis être capable vraiment là, de dire, OK, je suis rendu où dans ma vie? De faire un 360. Moi, mon entreprise, je l'ai appelée Altitude 360 parce que je pense que dans la vie, de temps en temps, il faut faire une pause fusée, monter en altitude, redevenir le spectateur de sa vie. Alors, regardez, on est rendu où, là? C'est quoi le chemin parcouru? Puis faire un vrai 360, là, de dire d'où je viens, c'est où je m'en vais, puis là, tu reviens à ta position initiale, puis tu dis, OK, on descend en bas, là, puis là, on opère. Mm-hmm. Parce que des fois, là, le chemin pavé est à côté, mais nous autres, on est là en train de défricher une forêt, là, puis on roche, puis on trouve ça difficile, puis on frappe des murs. Frapper un mur, là, ça, c'est le commun de beaucoup de gens, mais les gens ne réalisent pas que ce mur-là, quand tu te recules de 10-15 pieds, là, finalement, c'est une marche. Là. Ouais. Mais si tu ne prends pas de recul, tu penses que c'est un mur, mais c'est juste une grosse marche. Ouais. Mais un coup que tu as passé par-dessus ce marche-là, mais on dirait que tu passes à un autre niveau. Ça ne revient plus, ça, dans ta vie. Moi, j'appelle ça des cadeaux mal emballés. Ouais. Puis il y a trop de gens, je vous dis, je fais du coaching depuis des années, puis c'est triste de voir des gens qui ont 50, 55, 60, 65 ans, puis pour aller chercher de la sécurité à tout prix, ont tellement passé à côté de leur vie. Et tu parles de sécurité, puis les gens sont confortables dans le statu quo de ce qu'ils ont bâti aussi. Et quand tu arrives des fois devant quelque chose d'extraordinaire, ben tu restes, c'est un peu risqué, tu restes dans ton statu quo puis tu bouges pas trop. Tu es confortable là où tu es. Je demande souvent aux gens de lever la main dans ma conférence, celles et ceux qui sont 100% à l'aise avec la vie qu'ils ont. Il n'y a pas de main qui se lève. Et là, je leur dis, ben, vous êtes des menteurs. C'est pas vrai. Vous êtes satisfait de la vie que vous avez actuellement. Sinon, assez autrement. Non, si vous n'étiez pas à l'aise dans votre couple, vous changeriez de couple. Vous n'étiez pas à l'aise avec la relation que vous avez avec vos enfants, vous passeriez plus de temps avec eux autres. Vous n'étiez pas à l'aise avec votre poids. Vous vous installeriez pas 30 heures par semaine à regarder les autres vivre à la télé. Vous vous lèveriez le derrière et pousseriez le fond de culotte et tu irais prendre une marche, matin. Mais les gens sont confortables dans leur statu quo. C'est parce qu'ils deviennent confortables dans l'inconfort. C'est ça qui est malheureux, parce que l'être humain a cette capacité d'adaptation-là qui est innée, puis c'est pour ça qu'on est encore là, puis qu'il y a d'autres bébites qui ont disparu. Là. Mais ce qui est triste, c'est que ces gens-là ne réalisent pas qu'ils s'endorment dans leurs pantoufles en béton. Parce que nos pantoufles en béton, là, c'est nos vieilles manies, nos vieilles façons de faire, nos vieilles façons de penser, d'agir. Mais quand tu penses à ça, si tu ne prends pas de recul, si tu ne fais pas une pause, comme je le dis, jamais tu vas comprendre la patente. Rapidement, Richard, avant la première pause musicale, pour sortir de nos pantoufles en béton, on sort de là en suivant notre cœur ou notre tête? Alors, il faut y aller avec le cœur parce que quand on décide avec le cœur, on se trompe rarement. Richard, avant de passer au prochain sujet, on passe à la première toune qui me représente peut-être un peu plus. Celle de tantôt va peut-être te représenter un petit peu plus. La première, avec Michel Pagliaro, J'entends frapper.